Je vais donc me consacrer aujourd'hui à analyser la place que tenait le Grand Canal et l'activité qui s'y déroulait dans la vie d'administrateur de Li Xiufang, telle que nous la révèle son autobiographie professionnelle, donc encore une fois le Meng Han Suelu. Li Xiufang, nous l'avions vu, était magistrat de la sous-préfecture de Wuchang, dans le nord-ouest du Shandong. Nous avons également vu, et vous pouvez le revoir sur cette carte, bien que Wuchang n'y soit pas marqué, mais c'est à l'endroit de la flèche à peu près. Nous avions également vu donc, que Wuchang est sur le cours du canal et que c'est une section où le canal se confond avec le cours réaménagé de la rivière Wei. Cette rivière donc rejoint le tracé du canal à la ville de Linqing. En fait, à l'intérieur des murs de Linqing, je vous avais montré même une vue ancienne, Linqing qui est la préfecture secondaire dont dépend Wuchang. Et donc, à partir de là, le canal qui se confond avec la rivière Wei coule vers le nord jusqu'à proximité de la ville de Tianjin. Donc, je vous repasse ces vues que nous avions déjà. Donc, celle-ci vous montre plus en détail la localisation de Linqing, la rivière Wei, le Grand Canal, les deux se confondent à partir de là, et Wuchang se trouve ici. Et il faut encore citer, parce qu'on en reparlera plus tard, la ville de Dezhou, qui est la dernière grande ville du Shandong avant que le canal entre dans la province métropolitaine. Donc il y avait cette vue, celle-ci plus en close-up, si je puis dire, avec de nouveau Wuchang, Dezhou et Linqing. Et là, je vous montre une vue que je ne vous avais pas montrée la dernière fois, qui est extraite d'une grande compilation datant des années 1721, très exactement, qui s'appelle Xing Shui Tintian. Et ce nom, il n'est pas dans la feuille que vous avez, je l'ai rajouté après coup. C'est un titre qui signifie quelque chose comme le miroir doré de l'administration des eaux. Et c'est donc une grande compilation sur toutes les rivières de Chine et leur administration. Et dans ce Xing Shui Tintian, vous avez des cartes au début. Ici, c'est pris sur l'édition originale de 1721 que nous avons à la bibliothèque du collège. Et vous voyez tout de suite la représentation chinoise avec les villes en grand. On pourrait croire que de Linqing, avec le confluent à l'intérieur des murs, à Wuchang et à Xiatin, dont je reparlerai aussi, on peut quasiment s'appeler d'une ville à l'autre tellement ça a l'air proche. En fait, il y a facilement 50 km de l'une à l'autre, mais c'est cette façon qui n'est pas sans charme et qui aussi contient beaucoup de renseignements utiles, qui est typique d'une certaine cartographie chinoise. Cette autre vue est tirée de la suite au Xing Shui Tintian, donc le Xu Xing Shui Tintian, qui date de 1832, et là c'est une réédition moderne. Et cette carte, si vous faites très attention, va vous troubler car le nord est en bas, le sud est en haut, l'ouest est à droite et l'est est à gauche. Autrement dit, il faut se tordre le cou pour retrouver les orientations des vues précédentes. Mais vous voyez malgré tout très bien le confluent de Linqing, ici, et donc la partie de la Wei et du canal qui passe par Wuchang et par Dezhou. Et tout cet ensemble qui semble tellement dense, et en fait, c'est la rivière Wei avec ses affluents qui étaient des toutes petites rivières et qui arrivaient donc sur la rive ouest du canal. En effet, il faut consulter le Grand Canal dans sa plus grande partie, c'est-à-dire en fait entre la traversée du Yangtze et l'arrivée à la capitale, à Pékin, comme une succession de montées et de descentes. Comme je l'avais dit, la dénivellation n'est pas spectaculaire puisque le point culminant se situe à environ 40 mètres au-dessus du niveau de la mer, ou au-dessus du niveau du Yangtze, mais qui est pratiquement pareil à cet endroit. Mais cette dénivellation posait des problèmes énormes d'ingénierie, de conception et de réalisation, de maintenance et de fonctionnement.
Si l'on part, c'est un rappel que je fais, donc si l'on part du sud, donc à partir du franchissement du Yangtze, on a une première section où, pour le franchissement du fleuve Jaune, il faut faire monter le canal par écluses successives jusqu'à ce franchissement. Ensuite, de quoi on a une section qui remonte toujours vers Jining et jusqu'à un endroit qui est indiqué ici et qui s'appelle Nanwang. Ou qui porte aussi le nom de Fenshui-Kou. Et ça, c'est un nom tout à fait parlant, puisque ça signifie tout simplement le partage des eaux. À cet endroit, en effet, une rivière qui n'est pas représentée sur cette carte, qui s'appelle, ou un ensemble de rivières qui convergent vers Nawang, qui s'appelle la rivière Wen, et qui descend du massif, également invisible sur cette carte, mais considérable, du massif montagneux qui se trouve là, et qui est dominé par le Taishan, c'est-à-dire la montagne sacrée la plus célèbre de Chine. Donc cet ensemble, ce bassin de la rivière Wen vient alimenter le canal à hauteur de Nanwang, et à partir de ce partage des eaux, le canal, en quelque sorte, redescend. Quand je dis redescend, ça ne veut pas dire avec une pente très forte, mais l'eau s'écoule vers le nord. Il rejoint donc la rivière Wei là, et il continue dans ce sens jusqu'au confluent des environs de Tianjin, où il rejoint l'ensemble de rivières qui drainent toute la province métropolitaine, ici. Ce confluent de la rivière Wen à Nanwang, soit dit en passant, a été décrit par plusieurs visiteurs occidentaux. C'était assez spectaculaire, semble-t-il. Il y avait tout un dispositif de bras secondaires et d'écluses qui permettait en effet non seulement d'accueillir les eaux de la Wen et de tout son drainage, mais également de les répartir suivant, je crois, 3/5 et 2/5, ou une proportion comme ça, entre le sud et le nord. Et donc, comme je l'ai dit, on a des descriptions de visiteurs occidentaux dès la fin du XVIIe siècle. Et là-dessus, je vous renvoie à l'étude du père Gandar, parue en 1903 dans les variétés sinologiques, dont je vous ai donné la référence, et dont je reparlerai d'ailleurs. Donc Gandar cite plusieurs de ces visiteurs, y compris un missionnaire qui s'appelait le père Magayance, dont j'ai beaucoup parlé il y a déjà maintenant un certain nombre d'années, et qui avait été en Chine à la fin du XVIIe siècle. Donc, comme je viens de le dire, à partir de là, le courant se dirige vers le nord, on redescend en quelque sorte, et le principal affluent donc, du canal, c'est la rivière Wei à Linqing. Et arrivé aux environs de Tianjin, qui était une grande garnison sous les Ming et qui est devenue une préfecture au début du XVIIIe siècle, et ensuite une très très grande ville, tout le système des rivières du Zheli converge sur un chenal qui s'appelle le Haihe, c'est-à-dire la rivière de la mer, littéralement, et qui s'écoule dans le golfe du Bohai. Et c'est en remontant une de ces rivières, le Baihe, la rivière blanche, jusqu'aux environs de Pékin, jusqu'à Tongzhou, qui était à 20 km de Pékin, que les grains finissent par arriver à destination. Voilà donc le tableau général à l'intérieur duquel s'insèrent les quelques 50 km de la rivière Wei qui traversait le territoire de Li Xiufang. Sur les cartes à grande échelle, on a l'impression que la Wei, comme celle-ci, que la Wei canalisée file tout droit depuis Linqing jusqu'à Tianjin, mais en fait, il n'en est rien. Et les cartes locales dessinées par les artistes chinois et insérées dans divers ouvrages nous montrent, ce que j'avais déjà montré d'ailleurs la dernière fois, que dans la région qui nous concerne, en tout cas, la rivière empruntait une série de méandres. Et certains voyageurs, dont je dirai tout de suite un mot, évoquent également ces méandres très prononcés. Donc nous avions déjà vu cette carte qui est donc le territoire de Wucheng, extrait de la monographie locale de 1750. Et voici une autre vue que je ne vous avais pas montrée, qui est extraite d'une autre compilation sur les rivières de la Chine, datant du XIXe siècle. Et celle-là, pour la regarder à peu près dans le bon sens, il faut considérer que le nord est à gauche. Mais vous voyez très bien le confluent à Linqing, Wucheng ici, et on arrive à Dezhou par là. Donc voilà un peu la façon dont ça se présentait, si je puis dire, vue d'avion.
Ce qui est sûr, c'est que cette topographie ne facilitait guère le trafic réellement massif qui empruntait le Grand Canal et qui pouvait donner lieu à de sérieux encombrements. Et je ne parle pas ici des milliers de bateaux qui transportaient le tribut et qui faisaient un aller-retour dans l'année, mais bien de tout le reste. Après tout, le Grand Canal était la principale artère commerciale de l'Empire qui suivait une direction nord-sud et non pas ouest-est, comme tous les grands fleuves de la Chine. Et c'était la plus fréquentée par les voyageurs. Les descriptions qui mentionnent le nombre infini d'embarcations parcourant le canal ne manquent pas. Pour en citer une, il y a 2 ans, j'avais examiné le récit autobiographique d'un personnage nommé Chang Zhenghui, qui avait quitté Pékin en 1644, très peu de temps, 2 semaines en fait, avant que la ville ne tombe aux mains du rebelle Li Zicheng, qui, je le rappelle, devait en être chassé lui-même très peu de temps après par les Mandchous. Et ce texte donc racontait en grand détail les efforts de Chang Zhenghui pour regagner Nankin, où le gouvernement des Ming l'avait envoyé en mission. Et une bonne partie de son odyssée, parce que c'est vraiment une odyssée qu'il décrit, s'est déroulée le long de la section du canal qui nous concerne, c'est-à-dire entre Changzhou, qui n'apparaît pas sur cette carte. Changzhou est à peu près ici, c'est une des préfectures une des importantes préfectures sur le canal dans la province métropolitaine, donc entre Changzhou et Linqing, et même plus loin jusqu'à Tining. Or, la description que donne Chang Zhenghui montre que même dans une période de totale désorganisation et d'anarchie, comme celle dont il parle, 1644 donc, et la zone du canal avait été pendant quelques semaines, les quelques semaines où il y a été, aux mains des fonctionnaires et des forces armées de Li Zicheng, du rebelle, encore que cela n'exerçait qu'une autorité tout à fait en pointillé. Donc c'était vraiment l'anarchie. Donc même pendant une période comme cela, la navigation continuait, même si elle n'était pas sans danger ni sans obstacle. On trouvait, d'après sa description, une quantité d'embarcations de toute nature et de toute dimension à louer pour transporter les marchandises et les voyageurs. Certains personnages officiels continuaient de naviguer sur de véritables palais flottants. Il y avait des embouteillages aux écluses, etc., etc. Ceci, donc, ce texte de Chang Zhenghui, ce n'est qu'un exemple sur lequel je suis tombé un peu par hasard et que d'ailleurs personne ne semble avoir relevé jusqu'ici. Mais je le cite parce que c'est un exemple intéressant en raison des circonstances un peu spéciales qu'il décrit. Cela dit, il existe aussi un nombre non négligeable de témoignages occidentaux, ceux donc de certains missionnaires et surtout ceux de plusieurs ambassades occidentales qui avaient été renvoyés de Pékin à Canton par ce trajet. L'étude du père Gandar, que je mentionnais à l'instant, cite quelques-uns de ces témoignages. Mais elle est également intéressante par la description contemporaine qu'elle donne de l'état du canal et de son utilisation. Et quand je dis contemporaine, ça veut dire, en gros, pendant le dernier quart du XIXe siècle, quand Gandar lui-même a circulé sur le canal et puis cite les témoignages de quelques-uns de ses collègues. Donc le dernier quart du XIXe siècle. Autrement dit, une époque où le canal fonctionnait seulement à une fraction de son ancienne capacité, en tout cas en ce qui concernait le transport du tribut en grains, mais à une époque où il servait quand même beaucoup pour le transport des voyageurs et des marchandises, sans parler de tous les fonctionnaires, tous les agents de l'administration, les candidats aux examens et autres personnalités officielles qui circulaient entre la capitale, la vallée du Yangtze et les provinces du sud-est et du sud, et qui toutes empruntaient le canal. Je veux dire que, à l'époque dont parle Gandar, la concurrence des transports maritimes modernes qui existaient déjà le long de la côte chinoise était encore limitée, et bien sûr que la concurrence du chemin de fer n'existait pas encore. En revanche, pour les voyageurs en tout cas, il y avait une alternative au canal, c'était tout simplement la route terrestre qui longeait le Grand Canal, où l'on circulait dans des chars attelés de mules. C'était beaucoup moins confortable, mais c'était un peu plus rapide et surtout c'était moins coûteux, nous explique Gandar avec quelques détails. Mais pour quiconque préfère la navigation, ajoute encore le même, il y a, et là je cite son texte tout simplement, il y a des barques à louer pour tous les goûts et pour toutes les bourses, grandes et petites, riches et pauvres.
Vous aimez la solitude, prenez une barque pour vous seul. Elle ne vous coûtera pas 1 millier de sapèques pour toute la journée. La batelière vous offrira son riz et ses herbes, moyennant 33 sapèques par repas, et vous cuira aussi vos propres provisions. Si vous voulez y passer la nuit, étendez votre lit et vous dormirez bien tranquille. Vous préférez voyager en compagnie, montez sur cette barque diligence. Tout le monde y peut prendre place à raison d'1 sapèque par lit. Autrement dit, tous les 500 mètres, on paie 1 sapèque. Vous avez des marchandises, cherchez l'embarcation qui vous convient, assurément vous la trouverez. Et il ajoute encore, enfin, en concluant ce paragraphe, des barques sur le canal impérial, on en compterait par centaines de mille. Si aux embarcations de transport, on ajoute celles des pêcheurs et autres petites gens qui vivent sur le canal, on arrivera à un chiffre dont rien ne donne l'idée dans les contrées d'Europe. Je parlais tout à l'heure des ambassades européennes qui ont circulé sur le canal. La plus célèbre est sans nul doute possible celle de Lord Macartney, envoyé en Chine par la couronne britannique en 1792 pour essayer d'obtenir de l'empereur Qianlong l'établissement de relations diplomatiques et la liberté du commerce. L'ambassade Macartney a été reçue en audience à Zhehe, c'est-à-dire la résidence d'été des empereurs mandchous, située en Mongolie intérieure, au nord de la Grande Muraille. Et, comme chacun sait, non seulement Macartney n'a rien obtenu, mais il a été aussitôt renvoyé vers le sud pour retrouver ses navires et regagner son pays, avec interdiction de s'attarder. Macartney et sa suite étaient d'abord revenus depuis Zhehe à Pékin, et à Pékin, donc, ou à côté de Pékin, on les a mis sur des bateaux pour parcourir sous bonne escorte la totalité du Grand Canal jusqu'à Hangzhou, qui en était l'extrémité sud, à Hangzhou où ils étaient supposés retrouver, ou à proximité, disons, sur la côte du Zhejiang, où les ambassadeurs, ou l'ambassadeur et sa suite étaient supposés retrouver l'escadre britannique. Malheureusement, l'escadre était repartie entre-temps, en ne laissant en arrière qu'un seul vaisseau, et celui-ci n'avait pu prendre que les bagages les plus encombrants de l'ambassade, et l'ambassade avait été obligée de poursuivre par l'intérieur jusqu'à Canton. En tout cas, la partie du voyage sur le Grand Canal qui nous intéresse ici s'est déroulée très exactement du 10 octobre au 10 novembre 1793. Des flots de littérature ont été consacrés à l'ambassade Macartney. Et pour me limiter à ce qui est paru en français, et qui n'est qu'une minuscule fraction du total, on y compte plusieurs forts volumes dont vous avez peut-être entendu parler, publiés par le regretté Alain Peyrefitte. On peut penser ce qu'on veut des théories de M. Peyrefitte sur l'empire immobile et sur le choc des civilisations, ou sur l'occasion manquée par les Chinois, d'après lui, de devenir justement civilisés, c'est-à-dire occidentalisés, en répondant positivement aux demandes de Macartney. Mais il faut lui savoir gré d'avoir fait compiler, par la nombreuse équipe qu'il faisait travailler pour lui, les journaux tenus par plusieurs membres de l'ambassade Macartney. C'est-à-dire qu'il nous fait suivre jour par jour la progression du convoi en citant en parallèle des extraits des 10 journaux et aussi de quelques autres sources. Il s'agit donc, en l'occurrence, du 2e volume d'un diptyque intitulé « Un choc de culture », culture au pluriel bien sûr, ce 2e volume étant consacré à ce que Peyrefitte appelle « le regard des Anglais », paru en 1998 chez Fayard. Et il faut aussi savoir gré à M. Peyrefitte d'avoir associé à ce travail quelques-uns de mes jeunes collègues sinologues qui ont réussi à identifier divers termes et toponymes chinois dont la transcription dans les sources britanniques est difficilement compréhensible. À vrai dire, un certain nombre de termes, pas tous, car certains sont réellement irrécupérables. C'est un fait que la toponymie hasardeuse de ces journaux tenus par les assistants de Macartney et Macartney lui-même est non seulement hasardeuse, mais aussi très lacunaire, dans la mesure où, dans la majorité des cas, le chroniqueur se contente de dire une ville ou une grande ville, mais sans donner de nom, que tout cela est particulièrement frustrant. Mais il faut aussi reconnaître que Macartney et ses gens voyageaient littéralement à l'aveugle. Probablement sans carte. Vous savez à quel point les autorités de tous les pays du monde sont nerveuses dès que les étrangers ont des cartes en main, probablement sans carte et avec les informations qu'on voulait bien leur donner. Quoi qu'il en soit, nous disposons
grâce à cet ouvrage, d'un récit de navigation sur toute la longueur du Grand Canal, jour après jour, et combinant les observations de plusieurs personnes. Il ne faut certes pas en attendre des révélations sensationnelles. Et il le faut d'autant moins que, encore une fois, les observations des voyageurs se limitaient à ce qu'ils arrivaient à apercevoir depuis leur bateau, dont ils n'avaient pratiquement pas le droit de descendre. Et qu'en outre, leur compréhension du contexte institutionnel et géographique et de l'organisation générale du système du canal et du tribut, que cette compréhension était des plus brumeuses. Mais enfin, je crois que cette description continue, et si l'on peut dire en marche, est unique dans la littérature. Elle nous donne déjà le sentiment d'une progression, jour après jour et même de nuit, car les équipes de haleurs se relayaient, j'allais dire en 3x8, mais ce serait plutôt en 2x12. Cette progression était plus ou moins rapide et plus ou moins régulière, suivant les sections et en fonction des conditions atmosphériques et hydrographiques. Il y avait également d'innombrables passages d'écluses, et c'était parfois assez excitant, surtout lorsque, après avoir été allé pouce par pouce le long de la rampe ascendante, le bateau était précipité sur la rampe descendante de l'autre côté, au risque de se cogner contre les parois du canal ou contre un autre bateau. Le père Gandard, d'ailleurs, a également quelques bonnes descriptions du passage de ces écluses, qui, pour la plupart, et il faut quand même le préciser, n'étaient pas des écluses à sas, comme nous voyons sur les canaux de Bourgogne ou ailleurs, mais des passages resserrés avec une pente rapide sur laquelle on faisait glisser les bateaux. Alors, quand je dis on faisait glisser, c'était une opération énorme et qui mobilisait des centaines de personnes tirant avec des cordes. Qui plus est, les journaux parallèles cités dans l'ouvrage de Perfit suggèrent de façon assez vivante la variété des paysages le long du trajet. Leurs auteurs n'ont en général pas assez de mots pour décrire la prospérité du pays qu'ils traversent, la majesté des villes, le nombre extraordinaire de la population, et ça, ils en sont vraiment époustouflés, et aussi, parce que puisque c'est de cela que j'étais parti, et aussi les myriades de jonques de toute nature et de tout modèle qui circulaient sur le canal ou qui étaient amarrés le long des quais des grandes villes, les embouteillages, les précautions à prendre pour éviter les collisions lors des croisements, etc., etc. Il est vrai qu'on était alors à l'apogée de la dynastie des Qing, et plus particulièrement qu'on était à l'apogée du système du Grand Canal, dans la mesure où les principaux problèmes d'ingénierie et d'organisation semblent avoir été à peu près résolus dans le courant de la seconde moitié du XVIIIe siècle. À peu près résolus, dis-je, mais pas pour longtemps, car l'alluvionnement inexorable provoqué par les eaux du fleuve Jaune, l'exhaussement de son lit, les inondations de plus en plus dangereuses qui en étaient le résultat, ne pouvaient que défaire progressivement, et en fait assez rapidement, les solutions qui avaient été mises en œuvre à grands frais et basées sur l'expérience de plusieurs siècles dans la zone la plus dangereuse et la plus problématique du dispositif, c'est-à-dire le franchissement du même fleuve Jaune à hauteur de la préfecture de Royan et de ses environs. Et là, je vous remontre cette carte extraite, cette reconstitution extraite de l'ouvrage de Jane Kate Lynott, qui montre le dispositif donc, du franchissement du fleuve Jaune, où vous pouvez, sans entrer dans le détail, vous pouvez malgré tout voir qu'il fallait jouer entre le niveau de ce grand lac, le Ranzerou, qui recueillait le courant de la rivière Huai. Il fallait faire monter les bateaux par des séries d'écluses jusqu'au niveau du canal, qui était nettement au-dessus du reste, les faire traverser et les faire repartir donc vers le nord. Et tout ceci était d'une extrême fragilité et donc dépendante entièrement des conditions atmosphériques. Mais il n'y avait pas que cette zone qui rencontrait des problèmes, en fait. Et je reviens ici à la partie du canal qui concernait directement Li Xiufang en tant que magistrat de Wucheng, c'est-à-dire la rivière Wei aménagée avec laquelle se confondait le canal au nord de Linqing. Macartney et ses compagnons en disent en effet quelques mots. Comme je l'ai dit, ils décrivent le canal sur toute sa longueur. Ils ne mentionnent pas le nom de Wucheng, mais ils mentionnent celui de Linqing, ce qui permet de se repérer. En outre, on peut retrouver des données plus précises en se reportant
au volume de M. Perfit, paru quelques années avant, et intitulé celui-là « La vision des Chinois ». Ce volume, pour le coup, est à 99% l'œuvre des jeunes sinologues dont je vous parlais tout à l'heure, et en premier lieu, celle d'un de mes anciens étudiants, M. Pierre-Henri Durand, aujourd'hui directeur de recherche au CNRS, à qui l'on doit donc des traductions superbes de tout le dossier en chinois de l'ambassade McCartney. Lequel dossier, soit dit en passant, montre de manière fascinante comment l'empereur Qianlong, qui était donc à Pékin et même à Zhehe, en fait, à ce moment-là, comment l'empereur Qianlong suivait de près, jour par jour, la progression de l'ambassade et ne cessait de houspiller les fonctionnaires du terrain pour que McCartney et sa suite quittent la Chine le plus vite possible. Et aussi comment les autorités locales avaient reçu instruction d'impressionner les Anglais par un déploiement systématique de troupes sur leur passage, sous prétexte de leur rendre honneur. C'est ce que les Anglais, en effet, ne cessent de noter. En consultant donc ces documents, qui sont eux aussi disposés par ordre chronologique, dans l'ouvrage de M. Perfit, on arrive à restituer au passage certains détails, et notamment certains noms, qui manquent dans les écrits des mémorialistes anglais. Et donc, on peut établir que la flottille transportant McCartney et sa suite est entrée au Shandong le 18 octobre 1793, qu'elle est passée à Dezhou le 19, à Wucheng le 21, et qu'elle a atteint Linqing le lendemain. Ce n'est en fait pas une progression très rapide, mais je rappelle que la flottille remontait alors le courant de la rivière Wei, et d'ailleurs, un des auteurs anglais remarque en effet, quelque part entre Dezhou et Wucheng, que la rivière coule très vite. On voit en outre, dans un des documents chinois, le gouverneur général du tribut préciser à l'empereur qu'il a veillé à ce que le canal soit bien en eau. Et c'est un fait que le voyage s'est déroulé pour l'essentiel en octobre, c'est-à-dire à une saison qui est en général une saison de hautes eaux et même parfois de crues sur le parcours du canal. Que notent à part cela les mémorialistes anglais pendant ces quelques jours? À vrai dire, pas grand-chose. D'abord, ils notent que le pays traversé est très aride, ce qui contraste fortement avec ce qu'ils avaient vu plus au nord et qui contraste aussi bien avec ce qu'ils verront à nouveau après avoir passé Dongchang plus au sud. Ensuite, ils notent qu'il y a beaucoup de plantations de tabac. Je vous cite tout ce qu'ils disent. Qu'il y a beaucoup de plantations de tabac et que tout le monde fume en Chine, y compris les enfants. Et ça, c'était une habitude qui avait commencé à se répandre à partir de la transition entre les deux dynasties. Du côté de Linqing, ce sont plutôt les plantations de coton qui les impressionnent. Ils sont également frappés par la sinuosité de la rivière dans cette section, donc ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Le fleuve serpente comme nous ne l'avons jamais vu serpenter, remarque l'un d'entre eux, qui n'est autre que George Thomas Staunton, qui était alors âgé d'une douzaine d'années et qui était le page de l'ambassadeur. Il était le fils de l'adjoint de McCartney, et son rôle, c'était un peu d'être le page de l'ambassadeur. Et il faut ajouter que le petit Staunton deviendra plus tard une autorité sur la Chine, qu'il sera aussi le premier traducteur du code pénal chinois. Et on peut ajouter, détail intéressant, et je pense que peut-être a-t-il été le seul, on peut ajouter qu'il refera le trajet du Grand Canal en 1816 avec une autre ambassade britannique tout aussi infructueuse. Et donc les mémorialistes ne parlent de tout ça. Ce qui est à noter aussi, c'est qu'ils ne parlent pas de passage d'écluse, alors qu'ils le mentionnent très souvent sur les autres sections, ce que semble confirmer le texte de Li Xiufang. Et d'ailleurs, la présence ou l'absence d'écluse, c'est-à-dire d'écluse en travers du canal de passage par caisson sur cette section, pourrait être vérifiée sur d'autres sources plus précises, mais je ne l'ai pas fait. En tout cas, aucune des sources que j'ai vues n'en parle. Voilà donc pour le témoignage de l'ambassade McCartney, lequel témoignage, sans nous en apprendre beaucoup, a au moins l'avantage de nous offrir un coup d'œil sur le bout de canal qui sera placé une cinquantaine d'années plus tard sous la responsabilité de Li Xiufang. Et ce n'est pas tout à fait indifférent, car il s'agit d'une section dont les autres témoins ne parlent pour ainsi dire jamais, alors que nous avons de nombreuses descriptions des sections situées plus au sud, à partir de la ligne de partage des eaux, dont j'ai parlé tout à l'heure, et surtout, bien sûr, aux approches du franchissement du fleuve Jaune. Et ce sont effectivement des parties du Grand Canal beaucoup plus spectaculaires et beaucoup plus intéressantes du point de vue technique, et en même temps beaucoup plus problématiques.
plus problématique parce que, comme je l'ai déjà suggéré, le fleuve Jaune coulait plus haut que la plaine environnante, que ce soit sur sa rive nord ou sur sa rive sud, et qu'il fallait donc construire des systèmes complexes d'écluses et de digues pour amener les bateaux circulant sur le canal jusqu'au niveau du fleuve, j'y ai fait allusion tout à l'heure, afin qu'ils puissent le traverser, et en même temps, il fallait tous ces dispositifs pour protéger le canal et ses abords des inondations et de l'accumulation de sédiments qui tendaient à tout obstruer. Mais je reviens à notre auteur, à Li Xiufang, et à ce que signifiait pour lui la présence du Grand Canal sur le territoire de sa sous-préfecture. Je l'ai indiqué la dernière fois, l'impératif catégorique, celui dont tout le reste dérivait, c'était de faire avancer le tribut, c'est-à-dire Tsuetsa, une expression qui revient sans cesse dans les pages du Mongtan Suelu. Autrement dit, faire en sorte qu'il n'y ait pas de retard, pas de blocage, pas d'embouteillage, et que le défilé des flottilles le long du canal puisse se poursuivre sans anicroche. Pour arriver à un tel résultat, il fallait déjà que le niveau de l'eau dans la rivière Wei soit suffisant pour que les barges ne raclent pas le fond, voire pour qu'elles ne s'ensablent pas purement et simplement. Et comme nous allons le voir, ce n'était pas le moindre des problèmes, au moins certaines années. Et puis ensuite, il y avait les problèmes humains, ou les problèmes de personnel, si vous voulez. Donc je parlerai des uns et des autres. Le dragage du canal, quand il était bloqué par les alluvions, l'entretien ou la remise en état des digues et des écluses latérales, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'écluses, mais il y avait des écluses latérales, mais j'en reparlerai. Donc tout cela était de la responsabilité directe du magistrat riverain. Il lui incombait par conséquent de mobiliser des travailleurs parmi les communautés riveraines également, de trouver le moyen de les payer. La conscription autoritaire de corvéables, je le rappelle, n'existait plus en Chine depuis longtemps. Il lui fallait également argumenter lorsque les travailleurs n'étaient pas satisfaits de leur paiement ou de leurs conditions, et ainsi de suite. Quant au personnel qui faisait avancer les bateaux, les haleurs, les marins, les soldats, ils ne dépendaient pas de l'administration locale, ils venaient de l'extérieur. Mais lorsqu'ils suscitaient des désordres, et c'était très souvent le cas, comme nous verrons plus tard, c'était aux magistrats de se débrouiller pour arranger les choses, pour négocier avec les fonctionnaires ou avec les officiers qui avaient autorité sur les fauteurs de troubles. Et de toute façon, c'était à lui qu'il revenait de juger les crimes et les délits commis sur son territoire. Nous allons donc maintenant examiner de plus près ce que Li Xiufang a à nous dire sur tout cela. Nous avons vu tout à l'heure l'ambassadeur McCartney et sa suite voguer sans aucune difficulté sur toute la longueur du Grand Canal, y compris la section qui nous concerne à présent. Ils ne signalent aucun obstacle qui ait pu les arrêter ou les retarder. Un demi-siècle plus tard, aux alentours de 1840, c'est surtout du manque d'eau et du blocage des convois de bateaux qui en est la conséquence que nous parle Li Xiufang. Nous n'avons pas les éléments pour décider si la section du canal dont il avait à s'occuper était moins bien entretenue et moins profonde qu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais c'est bien possible et c'est même assez vraisemblable. En tout cas, vers 1840, les années où le système fonctionne de façon satisfaisante, c'est-à-dire, suivant les termes de Li Xiufang, où l'eau du canal coule de façon étale, Reshui, Shunping, ces années sont l'exception. Et là, nous dit Li Xiufang, on peut enfin souffler, on n'est pas obligé de courir sans cesse à droite et à gauche pour régler les problèmes. Il n'a apparemment bénéficié de cette tranquillité qu'une seule fois. C'était l'été 1841, et comme il avait tout d'un coup plein de temps et plein de loisirs au bureau, il en a profité pour compiler le supplément de la monographie locale de Wu Cheng, dont je vous ai déjà parlé, imprimé cette même année 1841, et dont nous possédons un exemplaire à l'Institut des hautes études chinoises du Collège de France. Li Xiufang, il convient de le préciser au passage, ne discute nulle part de ces questions systématiquement. Elles apparaissent plutôt ça et là, mais très souvent, dans des paragraphes qui racontent tel ou tel problème ponctuel qu'il a eu à résoudre. L'une des formules récurrentes dans le texte, c'est « les bateaux du tribut sont bloqués parce qu'il n'y a pas assez d'eau ». Une longue phrase pour traduire 4 caractères. Cao Chuan, Tien, Zhu. Donc les bateaux du tribut, Cao Chuan, sont Tien, dans de l'eau profonde, peu profonde,
Zhu et sont donc bloqués. Et Li Xiufang nous dit quelque part que lorsqu'il est informé d'une telle occurrence, il est obligé d'y aller en personne, en bateau ou en chaise à porteur si ce n'est pas trop urgent, sinon en voiture ou même à cheval si c'est vraiment très pressé. Le passage est assez frappant car c'est l'un des rares passages où Li Xiufang se plaint vraiment. Il ne cesse de soupirer, dit-il, en pensant à ses collègues qui ont la chance d'être à la tête d'une circonscription où il n'y a que des communications par route, donc pas de voie d'eau à entretenir. Car eux, quand on est en pleine chaleur, ils peuvent aller se mettre à l'abri dans un endroit frais, alors que lui, il est obligé de se précipiter sous un soleil de plomb quand il est dans sa barque, il perd l'appétit, il n'arrive à rien avaler. Quand il est dans sa chaise à porteur, pas moyen de dormir. Et il lui arrive couramment d'avoir à passer la nuit en rase campagne, sur sa chaise pliante, que nous avions déjà rencontrée, et à réveiller son escorte à l'aube pour aller, encore une fois, houspiller les travailleurs qui draguent le canal. Et il insiste que tout cela, ce n'est pas pour le plaisir qu'il y consacre tellement d'énergie, c'est bien parce qu'il a ses supérieurs sur le dos et que ceux-ci n'arrêtent pas de vérifier qu'il ne compromet pas, par indolence, la bonne marche du tribut. La pression est constante, donc, et ceux qui prennent leur temps risquent de le regretter. Un jour, pour donner un exemple, un fonctionnaire en attente de ses amis, quelqu'un qui vient du même pays que Li Xiufang, un fonctionnaire en attente, un Robu, donc un de ces fonctionnaires qui avait été affecté à une province particulière, mais sans poste précis, et qui était à la disposition des autorités provinciales pour assumer toutes sortes de missions ad hoc. Il y en avait des centaines dans les capitales de toutes les provinces. Donc, un certain fonctionnaire en attente, dont le nom est She Yaoqing, vient voir Li Xiufang et lui explique qu'il a été chargé par les autorités supérieures d'aller superviser l'avance du tribut, donc Cuitao toujours, dans la sous-préfecture voisine de Xiatin. Or, les bateaux sont bloqués parce qu'il n'y a pas assez d'eau, justement, et il est précisé un peu plus loin que, par endroits, l'accumulation de sable ou d'alluvions dans le lit du canal affleure déjà à la surface de l'eau. Il faut donc rassembler des travailleurs pour recreuser le lit du canal, et le terme est laowa, qui revient tout le temps. She Yaoqing a donc l'intention d'envoyer un courrier au préfet de la capitale provinciale, c'est-à-dire de Tinan, pour lui demander de bien vouloir donner l'ordre au magistrat de la préfecture secondaire dont dépend Xiatin, c'est-à-dire de Linqing, de prendre les mesures nécessaires, autrement dit de donner lui-même l'ordre d'enrôler les travailleurs pour accomplir le travail. Pourquoi le préfet de la capitale provinciale, dont ne dépendent ni Linqing ni Xiatin, en fait, ce préfet, son nom est donné, c'est un certain Hou Liqing, dont le nom proprement dit, enfin le vrai nom, est Hou Xietang, que nous avions rencontré il y a 15 jours, lorsque Li Xiufang se devait d'être aux petits soins pour lui, en lui préparant des banquets, au moment où il était en tournée à Wucheng pour faire avancer le tribut, justement. Et Li Xiufang disait bien qu'avant d'arriver à Wucheng, le préfet Hou était basé à Xiatin. Il est donc clair que c'est du même épisode qu'il s'agit. She Yaoqing, l'ami de Li Xiufang dont nous sommes en train de parler, a été envoyé pour assister le préfet Hou dans ses efforts pour faire avancer le tribut sur la partie du canal dépendant de Xiatin, juste au sud de Wucheng. Il est donc naturel qu'il s'adresse à ce préfet Hou pour qu'il joue de son autorité auprès du magistrat de Linqing, qui a lui-même autorité sur Xiatin et Wucheng, afin que ce dernier autorise, encore une fois, une campagne de recrutement de travailleurs pour débloquer les bateaux du tribut. Mais lorsque She Yaoqing lui explique cela, Li Xiufang se récrie. « Les bateaux sont bloqués depuis hier, dit-il. Le délai autorisé pour les faire passer est très serré. Les autorités vous ont envoyé parce qu'elles n'ont pas confiance dans la capacité du magistrat de Xiatin à régler lui-même le problème. Si vous passez par la voie hiérarchique, il va falloir au minimum 3 jours avant que le travail puisse démarrer. Les autorités considéreront que vous n'avez pas rempli votre mission et vous allez avoir des ennuis. » Il lui conseille donc de se rendre sans attendre sur la rive du canal avec quelques dizaines de ligatures de monnaie qu'il paiera de sa propre poche, d'annoncer aux riverains que ceux qui viendront aider à creuser le banc de sable qui empêche les bateaux d'avancer seront payés 10 sapèques par panier de sable enlevé, et c'est un prix assez élevé, mais j'y reviendrai, et on peut être sûr que l'appât du gain immédiat
ajoute Li Xiufang, sera beaucoup plus efficace qu'un ordre émanant d'en haut. Les bateaux pourront repartir tout de suite, la population et les travailleurs chanteront les louanges du bon magistrat ou du bon envoyé spécial Che Yaoqing pour son efficacité et pour son désintéressement, il est arrivé avec son propre argent. Les fonctionnaires chargés de faire avancer le tribut en amont seront ravis de savoir que la voie est dégagée et parleront de lui avec éloge, et il ne faudra que quelques jours pour que les autorités de la province soient mises au courant et que Che Yaoqing soit considéré comme un fonctionnaire efficace, un Gan Yuan, avec un bel avenir devant lui. Comprenons avec de nouvelles missions qui le repéreront largement des quelques ligatures qu'il aura investies au départ. Et c'est donc ce que fait Che Yaoqing, avec un plein succès, suppose-t-on. Le soir même, le préfet Ho fait son apparition à Wucheng. Li Xiufang lui offre un banquet, c'est donc ce que nous avions vu il y a 15 jours, et il en profite pour lui glisser un mot de l'affaire. Et c'est lui, Li Xiufang, qui recueille les louanges du préfet et qui va devenir un de ses protégés. Autrement dit, faire avancer le tribut peut être bon pour faire avancer sa carrière. Mais cela n'empêche que c'est surtout une source d'ennui et de difficultés sans fin. Et ces difficultés, Li Xiufang les détaille de façon un peu plus technique dans l'entrée qui fait suite à l'anecdote que je viens de raconter, où il commence par s'exclamer que le plus gros problème à Wucheng, c'est la rivière Wei, le Grand Canal donc. Et d'ailleurs, à un autre endroit, il dit que les soucis à Wucheng, c'est 80% la rivière, 20% les hommes. En fait, comme on va le voir, les problèmes techniques sont indissolublement liés aux problèmes, comme nous dirions, de gestion des ressources humaines, quoique ce terme un peu aseptisé ne convienne pas vraiment à l'univers violent du Grand Canal, et au-delà, aux problèmes d'organisation proprement bureaucratique. Mais d'abord, la rivière Wei. Ou bien elle est en crue, ou elle est à sec. Quand elle est en crue, elle bat violemment les berges et submerge les digues, et l'on risque toujours que celles-ci lâchent quelque part. Et les bateaux qui montent vers le nord, en suivant le courant donc, doivent alors être non pas remorqués, mais retenus par les haleurs afin de prévenir des accidents. Quand en revanche le courant est insuffisant, les nouvelles alluvions viennent s'accumuler sur les hauts fonds préexistants. C'est ainsi en tout cas que je comprends la formule Xinyu Gutian. Xinyu, donc c'est les nouvelles alluvions, et Gutian, c'est les anciens emplacements peu profonds. Et il n'est évidemment pas question de faire avancer des bateaux qui ont 6 pieds de tirant d'eau quand on n'a que 3 pieds de profondeur, dit Li Xiufang. Il faut alors procéder comme nous venons de le voir, c'est-à-dire mobiliser des travailleurs pour creuser le lit du canal et ouvrir le passage. Et même quand on a réussi à faire passer un bateau, dit-il, il n'est pas rare que le suivant se retrouve à son tour bloqué. Et tout cela, lui expliquent les habitants locaux, vient de la nature beaucoup trop meuble du terrain dans la région. En l'absence de courant suffisant, le sable se dépose de nouveau sur le fond dès qu'on l'a remué. C'est donc le problème classique et le problème dont le fleuve Jaune, dans la traversée de la Grande Plaine du Nord, constitue bien sûr l'exemple canonique. Le manque de vélocité du courant accélère l'alluvionnement. Un autre problème classique, partout en Chine du Nord, c'est la friabilité des rives, l'érosion qui les ronge, la pluie qui fait ruisseler les matériaux dans le courant et les risques de brèches en période de crue. Li Xiufang décrit une de ces alertes qui, comme d'habitude, se produit à un endroit où on ne l'attendait pas. Il s'agit en l'occurrence d'une localité appelée Recitier, donc le village à l'ouest du fleuve, qu'on voit en fait sur cette représentation de la monographie locale. Recitier est ici, donc de l'autre côté du canal, plus ou moins à la même hauteur que la ville sous-préfectorale. Il nous explique que la brèche a été provoquée par un ouragan. Et si je comprends bien la description, mais je ne suis pas sûr de la comprendre bien, cette brèche s'est ouverte à une trentaine de mètres au sud d'une écluse ou Cha. Et là, je précise une bonne fois que ces écluses étaient en fait des trop-pleins latéraux, aménagés dans les digues qui bordaient le canal et dont l'ouverture et le débit pouvaient être contrôlés par des madriers empilés les uns sur les autres, qu'on pouvait donc soit retirer, soit ajouter, suivant les besoins et suivant les circonstances. Ce qui trompe, c'est que le même mot « cha » est également utilisé sur d'autres sections du canal pour désigner des écluses transversales, c'est-à-dire les passages dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ici, c'est une brèche dans la digue elle-même qui s'est ouverte, ou plutôt qui s'est rouverte, d'après ce qui est dit plus loin.
Et quand Li Xiufang se précipite après avoir été alerté, il nous dit qu'il peut voir et entendre le flot se déverser avec un fracas épouvantable dans les champs mitoyens que le canal domine de 3 mètres. Il acquiert donc d'un zhang, et un zhang fait 3 mètres. Il acquiert donc de toute urgence les matériaux nécessaires pour boucher la brèche, et les paysans dont les terres sont inondées accourent pour participer au travail. La brèche est fermée en 2 jours, mais elle lâche aussitôt. Et cette fois, on ne s'en tire qu'en mobilisant un reting, nous dit le texte, pour diriger les travaux. Un reting, littéralement reting, c'est le bureau, mais ça désigne également, comme toujours en chinois, ça peut désigner également le responsable du bureau. Et un reting, donc, c'est apparemment un fonctionnaire subalterne qui assurait la police des rivières, ou d'après certaines sources, c'était aussi et même principalement un responsable des taxes qui étaient levées sur la pêche. En tout cas, d'après le commis chargé des travaux publics à Wucheng, d'après ce qu'il explique à Li Xiufang, ces gens-là savent ce que c'est qu'une digue, alors que les paysans n'y connaissent rien. Et cette fois, en effet, la brèche est réparée pour de bon, et en 3 jours. Li Xiufang était persuadé que ses supérieurs allaient le féliciter pour cet exploit. En tout, l'affaire avait été réglée en 6 jours, d'autant que son prédécesseur s'était cassé les dents sur le même problème par 2 fois. Malheureusement, ses supérieurs n'y prêtent aucune attention. Pour parer à ces dangers à Wucheng, Li Xiufang s'est aussi lancé dans une entreprise recommandée par d'innombrables auteurs, une entreprise qui consiste à mobiliser les riverains pour qu'ils plantent des saules. Le nom du saule en chinois, c'est bien sûr Liu, qu'ils plantent des saules le long des berges. Il nous dit qu'au moment de quitter la région, il avait réussi à en faire planter 3 ou 4 000, mais une dizaine d'années plus tard, donc au moment de la rédaction de mémoire du Mongtan Suelu, une dizaine d'années plus tard, il se demande ce que ces saules ont bien pu devenir. Et il craint qu'après son départ, les gens se soient empressés de les couper pour en faire du bois de chauffage, comme cela est arrivé en effet régulièrement dès que la surveillance se relâchait. En tout cas, Li Xiufang a fait graver sur une stèle un texte expliquant les avantages d'une telle opération. Un texte qui nous est en fait connu, car il est reproduit dans le supplément de la monographie locale de Wucheng, toujours le même, édité par Li Xiufang en 1841. Et il s'agit d'une sorte de célébration des vertus du saule, comme j'en ai lu beaucoup d'autres à l'époque où je m'intéressais aux efforts de certains fonctionnaires activistes pour améliorer les infrastructures, pour reboiser, etc., etc. Donc, rien de très original. Ce qu'il dit, c'est que le saule est très facile à transplanter, qu'il pousse très vite, que ses racines renforcent les rives, qu'il fait de l'ombre aux voyageurs, que ses branches qui retombent dans l'eau font écran entre le courant et la rive, et aussi que ça procure du combustible, que les feuilles, ça je ne savais pas, peuvent servir d'ersatz de thé, qu'avec les tiges on peut faire de la vannerie, et ainsi de suite. Et si je mentionne tout cela, ce n'est pas parce que c'est d'un intérêt particulier, mais c'est parce que c'est un bon exemple de ces références implicites à la littérature professionnelle dont j'avais parlé et qu'on rencontre souvent dans le texte de Li Xiufang. Il y a une sorte de culture professionnelle, si vous voulez, de savoir administratif partagé, dont font partie les efforts pour consolider les digues, consignés dans des manuels et dans des ouvrages spécialisés que les fonctionnaires qui prenaient leur métier au sérieux consultaient et qu'ils tentaient d'appliquer. Et Li Xiufang, qui prend très au sérieux ses fonctions, est visiblement imprégné de cette culture, même s'il a tendance à parler comme s'il avait tout découvert par lui-même et comme si toutes ses bonnes idées lui tombaient du ciel. Mais je reviens pour le moment aux tâches plus urgentes de désensablement du canal. Il y a plusieurs de ces bancs de sable dont je parlais sur le tronçon du canal, donc, ou de la Wei, traversant Wucheng, et 2 fonctionnaires subalternes de la sous-préfecture sont spécifiquement chargés de surveiller le canal et d'intervenir, ils y sont postés dessus, et d'intervenir dès que c'est nécessaire. C'est donc eux qui ont la responsabilité des travaux lorsqu'il faut faire des travaux. Et si l'on veut obtenir des résultats, insiste Li Xiufang, il ne faut pas regarder à la dépense. On arrivera à mobiliser les travailleurs qu'en les payant bien. Or, le texte montre sans ambiguïté qu'il n'y a pas de fonds publics pour ce genre de travail fait dans l'urgence, ni d'ailleurs pour les travaux réguliers d'entretien. Contrairement, je veux dire, aux entreprises exceptionnelles de réhabilitation d'un site, aux grands projets hydrauliques
pour lesquels le gouvernement pouvait dégager des crédits quand il en avait les moyens, mais où la plupart du temps on décrétait une sorte de surtaxe égale répartie sur tous les contribuables concernés de près ou de loin par l'ouvrage en question. Ici, si l'on veut avoir des gens pour faire le travail, c'est au magistrat de se débrouiller pour trouver l'argent et, si nécessaire, de payer de sa propre poche. Li Xiufang cite les montants qui, d'après lui, devraient être suffisamment incitatifs. Il appelle cela, ces paiements, il les appelle des indemnités pour la nourriture. Donc, ce ne sont pas vraiment des salaires. D'après lui, 1 ou 2 sapèques par panier de terre lorsqu'il n'y a pas d'urgence, c'est-à-dire pour l'entretien courant, 5 sapèques lorsque les bateaux du tribut arrivent sur le territoire de la sous-préfecture, et 10 sapèques par panier de terre remué, donc, lorsqu'il faut décoincer les bateaux d'urgence, comme dans l'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure. Et il rapporte un incident au cours duquel le frère d'un notable, d'un licencié, est venu mettre la pagaille sur un chantier en amenant ses propres travailleurs, en jouant au contremaître en quelque sorte, alors que, en tant que membre d'une famille académique, il n'en avait pas le droit. Donc en amenant ses propres travailleurs et en revendiquant hautement des salaires doubles pour eux. Il avait injurié le fonctionnaire subalterne qui était en charge du chantier et qui ne savait pas à qui il avait affaire et qui avait fini par le faire bastonner. D'où plainte du grand frère licencié auprès des autorités, etc., etc. Peu importe les détails, sauf celui-ci, lorsqu'il essaye d'arranger l'affaire avec le magistrat de Linqing, son supérieur, qui a bien sûr été saisi par le licencié furieux qu'on ait traité de la sorte son petit frère, Li Xiufang remarque au passage que les indemnités versées aux travailleurs ont été payées sur son propre salaire. L'expression qu'il emploie, comme toujours dans ces circonstances, sous les Qing en tout cas, c'est « j'ai spécialement contribué sur mon indemnité d'intégrité pour distribuer cet argent et pour aider les travailleurs ». Te Tuan Lien Sangei Xuzhe. Et Tuan Lien contribuait sur son indemnité d'intégrité se réfère bien entendu à ces suppléments de salaire considérables, égaux à 10 ou même 20 fois le salaire de base que touchaient les fonctionnaires des provinces depuis l'époque Yongzheng. Donc, pour désensabler les bateaux du tribut, Li Xiufang a pioché dans son indemnité d'intégrité. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une rétribution réglementaire pour les travailleurs, mais d'une mesure de bienfaisance, une mesure de bienfaisance sans laquelle, il est inutile de le préciser, personne ne bougerait. Tout ce que je viens de décrire, ce sont donc les arrangements et les négociations auxquels un magistrat est obligé de recourir pour s'assurer que le canal est bien entretenu et qu'il reste en eau, afin de garantir le passage régulier de la navigation et principalement, bien sûr, celui des bateaux qui transportent le tribut en grains. Il y a une chose qu'on peut préciser au passage, c'est que même si Wucheng était le premier poste d'administrateur local jamais occupé en pleine responsabilité par Li Xiufang, et qu'il a été le dernier, comme nous l'avions vu, Li Xiufang n'était pas complètement un débutant lorsqu'il se trouvait confronté à ces problèmes d'entretien des voies d'eau. En fait, il avait déjà eu la responsabilité d'un chantier au moins aussi important que ceux qu'il décrit dans le Mongtan Suelu. Mais en tant que notable local, dans sa propre sous-préfecture natale, donc à Yizheng, titulaire du rang de licencié, et non pas en tant que fonctionnaire. La seule biographie que nous ayons de Li Xiufang indique en effet qu'avant de devenir magistrat de Wucheng, il avait travaillé comme assistant d'un fonctionnaire par ailleurs assez connu, un nommé Yao Ying, et que ce dernier l'avait chargé de diriger le dragage des canaux dans la région de Yizheng. Et le terme utilisé pour draguer les canaux est tiaohe, qui implique en effet une remise en état à fond des voies d'eau pour l'irrigation et le transport. Or, nous savons qu'entre 1835 et 1837 environ, ce Yao Ying était en charge de la fonction importante de commissaire au transport du sel dans la région du Huainan. Autrement dit, Huainan, le Huainan, littéralement le sud de la rivière Huai, était l'une des principales zones du monopole du sel dans la région du Bas-Yangtze. Et le commissaire, qui en avait la responsabilité, devait s'assurer, entre autres choses, que le sel produit dans les salines situées le long de la côte, au nord de l'estuaire du Yangtze, était transporté dans de bonnes conditions vers l'intérieur. Et pour que cela fût fait, il fallait évidemment que les canaux soient en bon état.
le siège de l'administration, donc je vous montre quand même, je localise, les salines se trouvaient le long de la côte dans cette région appelée le Redon, c'est-à-dire l'est du canal. Le siège donc, de l'administration du sel, du monopole du sel, se trouvait à Yangzhou, et la sous-préfecture natale de Li Xiufang était à Yizheng, juste à l'ouest de Yangzhou. Donc voilà la région où tout cela se passe. Donc le siège de l'administration du monopole du sel des deux Rouailles, il y avait deux régions de la Rouaille, pour la Gabelle, se trouvait à Yangzhou, donc comme je viens de le dire, donc juste à côté de là où résidait la famille de Li Xiufang et où lui-même résidait à ce moment-là, dans l'attente du jour hypothétique où il serait nommé fonctionnaire. Li Xiufang s'est donc retrouvé à la tête d'un chantier de travaux publics important, et sa biographie affirme, comme il se doit, qu'il s'en est parfaitement tiré. Comme dit le texte, les canaux étaient solides et profonds à la fin des travaux. Affirme également que Li Xiufang a fait montre d'une intégrité sourcilleuse dans l'utilisation des fonds, alors que c'était le genre de travail où on pouvait s'en mettre plein les poches. Et enfin, qu'il en a retiré une grande popularité. Je mentionne cet épisode au passage, donc, qui se trouve dans la biographie de Li Xiufang, parce que ce n'est pas qu'un détail. C'est au contraire un bon exemple des occasions multiples qu'avaient les lettrés, ou au moins certains lettrés, de se frotter aux problèmes du terrain et de faire leurs preuves bien avant d'entrer dans l'administration. Je suis convaincu, depuis longtemps, et sur la base de beaucoup de documents maintenant, je suis convaincu que l'image conventionnelle, et qu'on trouve partout, notamment dans les manuels de fonctionnaires eux-mêmes, l'image conventionnelle du lettré frais et moulu des examens qui arrive comme un naïf dans son premier poste d'administrateur sans la moindre expérience pratique, que cette image est largement un mythe. Les nouveaux fonctionnaires savaient ce qui les attendait et ils savaient qu'à moins de se laisser totalement manipuler, ils ne pouvaient pas s'en remettre à leurs assistants et au petit personnel pour tous les problèmes pratiques. Bon nombre d'entre eux avaient déjà beaucoup bourlingué dans les milieux bureaucratiques, que ce soit grâce à leurs relations familiales ou amicales. Le modèle typique, c'est le fonctionnaire qui suit un oncle ou un père, plutôt le futur fonctionnaire qui a suivi son père ou son oncle dans ses postes et donc qui est tout à fait familier du travail, ou bien simplement parce qu'ils avaient besoin d'un emploi et qui s'engageaient donc au service d'un fonctionnaire. Et puis, les notables locaux comme Li Xiufang étaient, on vient de le voir, très demandés pour participer à des tâches d'intérêt public sous la supervision des autorités. Et bien sûr, je ne parle pas ici de toute la littérature spécialisée qu'on pouvait consulter pour se préparer à son futur rôle d'administrateur. Et pour conclure cette remarque faite en passant, je me permets de vous renvoyer là-dessus à une petite synthèse, pas si petite en fait, sur ce sujet, que j'ai publiée il y a une dizaine d'années sous le titre justement « L'apprentissage du métier de fonctionnaire » à la fin de la période impériale, où je passe en revue en fait tous ces moyens d'apprendre avant d'entrer en fonction. Quoi qu'il en soit, et pour revenir à Wuchang, il y avait encore bien d'autres problèmes à régler et bien d'autres négociations à mener que ceux dont j'ai parlé jusqu'ici. Et ce n'était pas toujours dans le cadre de la sous-préfecture qu'on en avait la responsabilité. En 1838, par exemple, peu après son arrivée en poste, Li Xiufang s'est retrouvé pris entre les exigences de bateliers qui arrivaient de Linqing et qui refusaient d'avancer, et la nécessité de les faire avancer justement à tout prix, sans quoi il risquait les foudres du gouverneur général du tribut en personne. L'histoire est assez compliquée et c'est en outre la plus longue dans tout l'ouvrage. Et c'est aussi la seule pour laquelle Li Xiufang donne des dates précises au jour près. Il faut croire que ça s'était gravé dans sa mémoire puisqu'il avait perdu ses archives. En gros, le supérieur de Li Xiufang, le magistrat de Linqing, avait reçu l'ordre de convoyer un train de 300 barges appartenant aussi bien au gouvernement qu'à des propriétaires privés, de les convoyer donc depuis Linqing jusqu'à Dezhou, au nord de Wuchang, la dernière grande ville sur le canal avant de quitter le Shandong vers la capitale. Et là, il devait les remettre à un représentant du gouverneur du Shandong qui les remettrait lui-même aux autorités du tribut pour que ces barges aillent renforcer les capacités de transport sur la partie nord du Grand Canal dans la province métropolitaine. Ce que j'appelle des barges,
enfin, tout le monde appelle des barges, et le mot en chinois est bochuan, un mot extrêmement fréquent, enfin, qui désigne quelque chose, une réalité très, très familière. Ces barges, donc, étaient des péniches à fond plat et à faible tirant d'eau, qui avaient une moindre capacité que les grands bateaux du tribut, mais qui étaient beaucoup mieux adaptés aux sections du canal où la profondeur était insuffisante. Il semble qu'avec la dégradation du canal et l'envasement inexorable des voies d'eau en Chine du Nord au XIXe siècle, on ait de plus en plus recouru à ce type d'embarcations, lesquelles étaient à l'origine des embarcations construites par l'armée et appartenant à l'État, mais que par la suite on louait la plupart du temps à des bateliers privés, comme ici. Qu'on y a recouru donc de plus en plus pour y transborder le grain et le faire passer là où les gros bateaux risquaient d'être bloqués. À moins qu'on procède à cette opération de transbordement pour faire repartir les bateaux du tribut proprement dit, les gros bateaux, vers le sud le plus vite possible. C'est donc ce qui se passe ici. Et les barges en question sont supposées remonter jusque sur la partie nord du canal, probablement au-delà de Tianjin, avec qui Li Shufang, au-delà de Tianjin. Et le problème, dans l'anecdote qui nous occupe, est double. D'une part, arrivé à la frontière de Wucheng, le magistrat de Linqing, donc chargé de convoyer cette flottille, le magistrat de Linqing, avec qui Li Shufang semble avoir toujours eu des problèmes, a repassé le bébé à Li Shufang en arguant qu'il devait retourner dans ses bureaux parce qu'il avait des affaires urgentes à régler. En réalité, on découvre un peu plus tard qu'il y avait eu un gros incident entre le magistrat et les bateliers privés, donc les propriétaires privés des barges. Une femme de batelier avait tenté de se suicider en se jetant à l'eau, sans qu'il soit d'ailleurs précisé pourquoi, mais peut-être bien qu'elle elle refusait simplement de faire le voyage pour les raisons qu'on va voir dans un moment. Et ça avait été le tumulte. Du coup, le magistrat de Linqing s'était débarrassé des bateliers en leur remettant une promesse écrite comme quoi ils n'auraient pas à aller plus loin que Dezhou. Et il les avait donc confiés à Li Shufang pour qu'il s'en débrouille et sans lui expliquer la situation. Premier problème. Et la deuxième partie du problème, c'est qu'en effet, les bateliers refusent non seulement d'aller jusqu'à Dezhou, c'est-à-dire de quitter le Shandong, mais tout simplement, ils refusent d'avancer. Et le prétexte, c'est que l'année précédente, ils ont été bloqués sur le canal au nord, donc dans la région métropolitaine, et ont été obligés de démolir leurs bateaux et d'en vendre les planches pour avoir les moyens de rentrer chez eux. Ils n'en veulent plus et ils font donc quasiment du surplace quand ils ne reculent pas, c'est-à-dire que sans faire exactement la grève, ils n'amarrent qu'un seul haleur à un train de 3 bateaux, et le haleur, évidemment, avance de 50 cm et recule d'1 mètre. Li Shufang est catastrophé. Le gouverneur général du tribut et tous les autres sont un peu plus au nord, à Dezhou, et ils attendent impatiemment de prendre livraison des barges. Que faire? Alors, il bluffe. Il fait croire au batelier que le magistrat de Linqing, son supérieur donc, lui a confié la mission d'aller supplier le gouverneur général du tribut, qui se trouve à Dezhou, de les laisser rentrer chez eux une fois parvenus à Dezhou, ceci en compensation des difficultés de l'an dernier. Il ne sait pas encore que le magistrat de Linqing leur a fait la même promesse, mais sans en avoir l'autorité, alors qu'ici, il s'agit de s'adresser directement au responsable suprême du transport du tribut. Le convoi redémarre donc, et même à toute vitesse, et quand ils arrivent à Dezhou, Li Shufang part à la recherche du bateau du gouverneur général pour lui présenter la supplique. Mais on lui annonce que le gouverneur général est déjà reparti. Et Li Shufang se dit qu'après tout, si les bateliers n'avaient pas fait un jour de grève, on serait arrivé à temps. Il est donc désolé pour eux, mais il s'estime quitte. Et il remet donc la flottille aux fonctionnaires qui attendaient pour en prendre réception, et il considère qu'il s'est débarrassé du problème. En fait, non. Car au moment où il va repartir, pour regagner Wucheng, il se retrouve tout d'un coup face au batelier qui le supplie à 2 genoux et en exhibant le papier que leur avait donné le magistrat de Linqing, de les ramener chez eux. Et c'est à ce moment, en fait, que Li Shufang découvre avec stupéfaction la ruse et la promesse inconsidérée de son supérieur pour se débarrasser du convoi. Il leur répond qu'il n'a aucune autorité puisqu'il n'est pas le magistrat local et il les renvoie sur le magistrat de Dezhou.
Mais le magistrat de Dezhou a, de son côté, déjà repassé le problème à l'intendant des grains, qui est donc quelqu'un qui est au niveau provincial et qui est également sur place, lequel, intendant des grains, est furieux contre le magistrat de Linqing et s'apprête à le censurer. Mais les bateliers sont toujours là, ils ne veulent pas bouger. Et Li Xiufang s'en tire une nouvelle fois en bluffant. Il leur promet cette fois de doubler leur salaire s'ils acceptent de poursuivre vers le nord, car avec cela, leur explique-t-il, ils n'auront pas à s'en faire pour rentrer chez eux. Et presque tous acceptent. Et quand il apprend cela, l'intendant des grains renonce à censurer le magistrat de Linqing. C'est du bluff, disais-je, mais plutôt, il serait plus exact de dire que Li Xiufang prend un risque. En effet, il nous explique qu'il a bien en caisse à Wucheng la somme nécessaire, qui se monte à peu près 1 millier de taels, ou plutôt cette somme doit incessamment lui être livrée, mais en principe, il ne peut pas en disposer, car cet argent est destiné à payer les frais des équipages, des barges, cette fois-ci de l'administration. Il ne peut donc qu'espérer que le magistrat de Linqing voudra bien rembourser. Et il tente le coup. Le magistrat de Dezhou lui fait l'avance ou lui donne le document nécessaire pour pouvoir toucher en liquide sur place la somme, donc cette somme d'1 millier de taels. Donc il fait l'avance sur ses propres fonds et on peut distribuer les salaires tout de suite aux bateliers et les bateliers reçoivent leur double salaire et repartent vers le nord, ce à quoi tout le monde voulait arriver. Et le magistrat de Linqing, que Li Xiufang a informé par courrier rapide et même express de tous ces incidents, et qui ne doit pas se sentir très bien, lui fait en effet parvenir les 1000 taels en question, si bien que le pari de Li Xiufang est réussi, enfin a abouti à une heureuse conclusion. Fin de l'histoire donc. J'ai raconté cette histoire un peu en longueur, j'espère que vous l'avez suivie et que vous l'avez comprise, car j'ai omis quelques détails. Je les ai racontés un peu en longueur parce qu'elle me paraît résumer une bonne partie des problèmes que rencontrait le système du tribut en grains dans ces années 1840. La nécessité de recourir à des transporteurs privés, parce que la flotte du gouvernement n'arrive plus à faire face toute seule, l'exploitation assez cynique des bateliers du canal, qui risquent de se retrouver bloqués sans ressources à des centaines de kilomètres de chez eux, mais aussi leur capacité de résistance et la crainte de manifestations violentes, qui fait que les fonctionnaires, qui sont eux-mêmes soumis à une pression constante pour toujours faire avancer le tribut, et qui sont donc soumis à une pression constante pour trouver les moyens de transport nécessaires. Et enfin, la façon, autre élément important, la façon dont les fonctionnaires disposés sur toute la longueur du canal et qui appartiennent à des hiérarchies différentes, la hiérarchie régulière des provinces et la hiérarchie du tribut, tentent, au moins certains d'entre eux, de se décharger de leurs responsabilités lorsqu'ils rencontrent des problèmes, ou à tout le moins la façon dont ils évitent au maximum de prendre le moindre risque dès lors qu'ils peuvent se décharger sur un supérieur. Sauf Li Xiufang, bien sûr, qui est à la fois un modèle de responsabilité et plein de ressources. D'ailleurs, l'intendant des grains lui dit que pour un débutant, il est vraiment extraordinaire. Bien sûr, Li Xiufang a toujours le beau rôle, et d'une certaine manière, c'est normal, puisqu'il s'agit de son autobiographie. En fait, tout le problème avec ce genre de sources, c'est que, d'une part, elles abondent en détails qui sonnent vrais, et qui donnent tout d'un coup une réalité à des faits ou à des institutions, voire à des environnements dont les sources historiques conventionnelles, c'est-à-dire pour l'essentiel administratives ou découlant de sources administratives, dont ces sources conventionnelles donc ne nous donnent qu'une image extrêmement abstraite, ou en tout cas une image impersonnelle. Donc, ces sources abondent dans ce genre de détails concrets, et d'autre part, l'auteur lui-même est mis en valeur d'une façon qui, inévitablement, laisse parfois très dubitatif. Comme un modèle d'intégrité, de lucidité et d'intelligence dans un milieu où ces qualités n'apparaissent pas très fréquentes, si vous voulez. À cet égard, l'autobiographie professionnelle à qui Li Xiufang me fait le plus penser, bien que les deux auteurs aient des styles assez différents et qu'ils soient passés par des expériences assez différentes,
c'est celle de Gao Tingyao, donc ces pérégrinations d'un fonctionnaire dont je vous ai déjà parlé et dont je vous reparlerai peut-être, mais comme je vois les semaines passer, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, car il y a d'autres choses dont je voudrais parler. Mais il en existe d'autres du même genre, et notamment, je pense à ces collections de cas judiciaires racontés à la première personne que je suis en train de lire au séminaire du jeudi. Mais je n'en ai pas encore fini avec Li Xiufang et le monde difficile du Grand Canal et de ses utilisateurs. Difficile et souvent brutal. Et le magistrat local, qu'est Li Xiufang, se retrouve à plusieurs reprises à arbitrer des conflits dont il ne sait pas trop comment se sortir. C'est donc de cela que je donnerai quelques exemples qui sont également assez hauts en couleur la semaine prochaine. Mais avant de les donner, je procéderai également à une sorte non pas de récapitulation, mais d'exposé général, assez court, sur la structure générale du personnel du Grand Canal qui est assez compliquée et qu'il faut saisir pour comprendre la nature des difficultés et des conflits dont je parlerai. Et nous verrons donc la semaine prochaine comment Li Xiufang a été régulièrement confronté aux conséquences d'une situation, ou plutôt d'une structure, ou plutôt d'une absence de structure, ou d'une structure compliquée et pleine de contradictions, qui était créatrice de problèmes. Ces problèmes sont connus. Un auteur comme Hoshi Hayao, ce spécialiste japonais dont je vous ai déjà parlé, les explique extrêmement bien. Mais encore une fois, le témoignage de Li Xiufang nous fait apercevoir les choses dans toute leur complexité, avec une présence assez rare, et c'est la raison pour laquelle j'y passe autant de temps. Je vous remercie.